o Fronteiras do Pensamento apresenta a primeira parte da conferência O Caminho para o Futuro da Humanidade, com Edgar Morin. No programa de hoje, o filósofo e sociólogo questiona como a globalização uniu e isolou culturas e aponta a reintegração dos saberes e a consciência das ambivalências da sociedade como vias de uma transformação. Confira! Une crise économique est survenue il y a 3 ans, en 2008. Ce qui est intéressant, c'est que 95% des économistes ne l'avaient absolument pas prévu. Et quand la crise s'est développée, 95% des économistes étaient incapables de nous dire si elle allait s'aggraver, diminuer, se transformer. Il faut réfléchir, parce que la science économique est une science très développée, c'est une science sociale, mathématisée, formalisée, qui a eu des prix Nobel. Et comment se fait-il que la compétence des économistes soit incapable de prévoir pas seulement le début d'une crise, mais ses conséquences, ses déroulements et ses conséquences? Eh bien, je crois que ça tient au mode de connaissance qui est le nôtre, qui est fondé sur la séparation entre les domaines disciplinaires, l'économie, la sociologie, la psychologie, l'histoire, les sciences humaines, les sciences de la nature. Et dans cette compartimentation des savoirs, cette compartimentation nous empêche de concevoir les problèmes globaux et fondamentaux qui sont de plus en plus nos problèmes. Parce que les problèmes globaux et fondamentaux nécessitent de réunir des connaissances venant de différents côtés. Si nous nous interrogeons sur l'état de la planète, sur les processus de la mondialisation, nous voyons qu'il y a une interférence de processus économiques, psychologiques, religieux, sociaux, migratoires, de toutes sortes. Et dans le fond, il est très difficile, évidemment, de comprendre ce qui se passe. Mais en même temps, il est nécessaire d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il est nécessaire de penser. Et penser la mondialisation aujourd'hui, c'est penser ce qui est à la fois fondamental pour tous les humains de la planète et ce qui est global pour tous les humains de la planète. Les difficultés, je vous l'ai dit, tout est mêlé, tout est lié, c'est la complexité. Pourquoi il est tellement difficile de penser la complexité? C'est parce qu'il faut essayer de trouver des méthodes pour relier ces connaissances. Mais aussi, il faut dire qu'il est difficile de penser la mondialisation parce que c'est un processus accéléré et que la conscience a toujours du retard par rapport à ce qui se passe. C'est Ortega y Gasset, le grand philosophe espagnol, qui nous disait « No sabemos lo que pasa, y eso es lo que pasa ». Nous ne savons pas ce qui se passe et c'est ça qui se passe. Un autre grand philosophe, Hegel, disait « L'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule ». L'oiseau de Minerve, c'est l'oiseau de la raison, c'est l'oiseau de la sagesse, puisque Minerve était la déesse grecque de la sagesse. Ça veut dire que la sagesse arrive presque trop tard et parfois très tard. Donc, voici d'énormes difficultés.
Et pourtant, la première chose, je crois, que nous pouvons penser, c'est que la crise économique actuelle n'est pas seulement une crise économique et qu'elle est liée à d'autres crises. Et je crois que, effectivement, nous avons une crise des sociétés modernes les plus avancées, une crise de la civilisation occidentale. Nous avons une crise des sociétés traditionnelles qui elles-mêmes, sous l'influence de cette machine à occidentaliser qui est le développement, sont en crise. Nous avons des crises démographiques, nous avons des crises de la pensée, notamment cette impuissance de la pensée à savoir ce qui se passe, et nous sommes en gros dans une crise générale de l'humanité qui prend différentes formes et dont la crise économique est une des formes. La crise générale de l'humanité, c'est la crise de l'humanité qui n'arrive pas à devenir humanité. Pourquoi? Mais bien parce que tous les processus qui ont conduit cette humanité à se trouver réunie dans un même destin commun, ce sont en même temps des processus qui nous conduisent vers des catastrophes futures. Et là, j'indique deux aspects contradictoires, ou apparemment contradictoires, de cette mondialisation. Elle est la pire des choses et la meilleure des choses qui puissent arriver à l'humanité. Pourquoi la pire des choses? C'est parce que c'est un processus où la science contribue, plutôt a permis à la technique de développer les armes de destruction massive et que celles-ci se multiplient, créant à chaque fois une probabilité plus grande d'être utilisées, d'autant plus qu'en même temps, les fanatismes, les refermetures ethniques, les intégrismes religieux, tout ceci crée des conditions préparatoires qui préparent non seulement de multiples conflits, mais peut-être un grand conflit. Nous savons que le processus de notre civilisation technique et de notre économie a conduit à la dégradation de la biosphère, à cette crise de notre milieu vivant, et que nous sommes encore incapables de pouvoir freiner cette crise et de trouver des moyens en quelque sorte, de la combattre. Nous savons que l'économie mondiale, l'économie mondialisée, est une économie qui n'a aucune véritable régulation, et du reste, les crises qui se succèdent depuis 2008 nous montrent qu'il n'y a pas cette régulation. Il y a le problème extraordinaire des États nationaux qui, effectivement, aujourd'hui sont dépossédés de beaucoup de leur capacité d'agir, ne peuvent pas tenir les promesses de sécurité, de welfare state qu'ils ont fait aux citoyens il y a 40 ans. Mais en même temps, ces États nationaux ne peuvent plus traiter eux-mêmes les grands problèmes, ils ont besoin de s'associer. Nous avons besoin non seulement de sauvegarder les États nationaux, mais en même temps de créer des réalités métanationales, supranationales, où ces États s'associent pour traiter les problèmes les plus fondamentaux. Or, nous n'en sommes pas là. Nous avons une organisation des Nations Unies qui est très faible. Nous n'avons aucune instance de décision planétaire pour les grands problèmes de l'économie, des armes de destruction massive, de la suppression de ces armes et de la biosphère. Et nous sommes donc emportés dans ce processus
et où il faut remarquer aussi un phénomène très intéressant, c'est que le XXe siècle a été menacé par une pieuvre qu'on peut dire être la pieuvre des totalitarismes, du totalitarisme fasciste, naziste, staliniste, maoïste, et cette pieuvre des totalitarismes, elle est aujourd'hui morte. Que l'économie mondialisée, après l'implosion du système soviétique, et après le fait que la Chine, que le Vietnam, que tous ces pays s'ouvrent au marché et au capitalisme, tout ceci a permis le développement prodigieux d'une autre pieuvre, qui est la pieuvre de la spéculation financière, qui est la pieuvre du capitalisme financier. Et regardez comme cette pieuvre est puissante, puisque ce capitalisme financier est plus puissant que les États. Il suffit qu'une agence de notation privée abaisse la note des États-Unis pour qu'une panique saisisse les bourses et que pour les États tremblent, incapables de réguler et de juguler ce qui peut devenir une crise généralisée. Donc, voici le monde livré à de nouvelles menaces. Et comme tous ces processus s'accélèrent et s'aggravent, évidemment, la mondialisation est le pire, puisque elle va nous produire, elle nous conduit vers des catastrophes. Mais en même temps, elle est le meilleur, parce que, pour la première fois, tous les êtres humains de tous les continents se trouvent, sans qu'ils le sachent, unis dans une même communauté de destin. Ils ont les mêmes périls, les mêmes problèmes fondamentaux, les mêmes dangers écologiques, les mêmes dangers économiques, les mêmes dangers venant de la possibilité de guerre. Et ceci crée les conditions pour que naisse un nouveau monde. Cette mission que donnait Zygmunt Bauman aux jeunes générations en disant « à vous d'inventer de nouvelles formes de démocratie », disait-il. Mais le problème, c'est il s'agit maintenant d'inventer une société à l'échelle du monde qui ne soit pas faite sur le modèle des États nationaux, qui ne soit pas une sorte de méga-État mondial sur le modèle des États nationaux, une nouvelle forme d'organisation politique, et de même que la démocratie athénienne, qui était une démocratie de petites cités, de quelques citoyens, s'est transformée en démocratie des nations. Aujourd'hui, il y a une autre société à créer, peut-être, où Internet peut jouer un rôle dans cette démocratie. Donc, nous avons un problème absolument vital et fondamental, mais qui en même temps nous révèle, que la communauté de destin mondial nous révèle la possibilité peut-être de créer un monde nouveau. Et communauté de destin, la mondialisation qu'il a créée, et nous avons une communauté de destin que nous devons construire et penser pour le futur. Et d'où effectivement les difficultés, mais d'où effectivement le sens. Mais alors, nous nous trouvons devant cette chose étrange, c'est que le cours actuel de la mondialisation qui conduit vers la catastrophe, c'est la probabilité. Et qu'est-ce que signifie le mot de probable ? Le mot de probable signifie que pour un observateur donné, dans un lieu donné, dans un moment donné, et disposant des meilleures informations sur le cours des événements, cela signifie que si le cours des événements présents continue vers le futur, avec sa force irrésistible qu'il a dans le présent, eh bien les probabilités vont être catastrophiques. Mais
dans l'histoire humaine, c'est souvent l'improbable qui est arrivé, et je dirais même l'inattendu. Dans l'histoire humaine, le surgissement, par exemple, la démocratie. La démocratie, c'est un événement extrêmement improbable. Il est né dans une petite cité, Athènes. Mais il aurait pu ne pas naître. Pourquoi? Parce que au début du 5e siècle, avant notre ère, l'ère chrétienne, il y a eu un énorme empire, qui était l'empire perse, qui avait déjà conquis toutes les cités grecques d'Asie mineure, et qui a voulu conquérir Athènes. La démocratie n'a pas duré longtemps à Athènes. Elle a duré même pas 50 ans, avec encore des éclipses, lors de la guerre du Péloponnèse. Cette forme qu'est la démocratie a ressuscité au Moyen-Âge dans des cités italiennes, dans des cités néerlandaises, flamandes. Et la démocratie a commencé à naître dans des pays comme l'Angleterre. Et puis, la Révolution française a proclamé le principe démocratique. Et la démocratie, à travers des aléas historiques considérables, est devenue aujourd'hui une force qui n'est pas sûre de gagner la victoire, mais une grande force à l'échelle mondiale. Donc, l'improbable peut arriver, et l'improbable, dirais-je, est souvent arrivé. Alors, cela étant dit, changer de voie, ce n'est pas probable, mais peut-être ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible, mais attention, comment est-ce possible? Puisque nous sommes comme dans un train lancé à toute vitesse sur des rails, et sans rien qui puisse l'arrêter de l'intérieur, ni même de l'extérieur, sinon les catastrophes. Alors si nous réfléchissons un peu sur l'histoire humaine, nous nous rendons compte que pourtant, l'histoire humaine a plusieurs fois changé de voie. Je peux vous dire aussi la science moderne. La science moderne, au XVIIe siècle, c'est quelques individus. C'est Galiléo, c'est Bacon, c'est Descartes, c'est Gassendi, qui sont en relation. Et puis, un siècle plus tard, il se crée des sociétés royales en Angleterre et ailleurs des sciences. Au XVIIIe siècle, les sciences entrent dans l'université, et au XXe siècle, les sciences deviennent un pouvoir extraordinaire de création, de connaissance, de destruction, notamment aussi avec les armes atomiques. Et puis le socialisme. Mais vous avez Karl Marx, vous avez Proudhon, vous avez Bakounine pour l'anarchisme. Ce sont des penseurs isolés. Aucun des intellectuels, aucun des universitaires ne s'intéresse à eux. On pense qu'ils sont fous, on pense qu'ils ne sont pas intéressants. Et pourtant, à partir de leur pensée, commence, pour parler de Karl Marx, le Parti social-démocrate allemand à la fin du XIXe siècle, et vous avez vu au XXe siècle aussi bien la social-démocratie, c'est-à-dire la forme réformiste du marxisme, que le communisme bolchevique, la forme la plus révolutionnaire, se répandre au XXe siècle, et aujourd'hui, évidemment, connaître leur déclin. Ils ne peuvent commencer que de façon modeste. Alors, là aussi, je vais partir de cette idée que quand un système ne peut pas traiter ses problèmes fondamentaux, ou bien il se désintègre, ou bien il régresse et devient encore plus barbare. Le système Terre, le système de la planète Terre, est incapable aujourd'hui de traiter les problèmes vitaux de la faim, de l'économie, de la mort nucléaire, de la mort écologique, de l'économie déréglée. Alors il est condamné à régresser, à se désintégrer, ou peut-être peut-il susciter en lui
cette métamorphose. Or, la métamorphose, ça vous semble une parole réservée pour les insectes, certains insectes, et effectivement, mais c'est intéressant de voir ce que c'est qu'une métamorphose. Vous avez une chenille qui rampe, qui rentre dans une chrysalide, qui s'enferme. Et que se passe-t-il? La chenille va s'auto-détruire en tant que chenille et s'auto-créer en tant que papillon. Mais plus encore, l'histoire humaine est une histoire de métamorphose, parce que la planète était recouverte pendant 100 000 ans sans doute de petites sociétés de chasseurs-cueilleurs, sans État, sans agriculture, sans armée, sans classe sociale, sans ville, évidemment. Ces petites sociétés de quelques centaines d'individus étaient tout à fait viables. Et puis il s'est créé en quelques points du globe, selon des processus encore très mal élucidés, mais des regroupements, peut-être à partir de la domination d'un groupe sur les autres. Ça s'est passé au Moyen-Orient, ça s'est passé en Chine, ça s'est passé en Inde, ça s'est passé là où il y a le Mexique actuel, ça s'est passé dans les Andes, là où il y a eu l'Empire Inca, et vous avez vu apparaître des sociétés avec ville, avec agriculture, avec armée, avec classe sociale, avec les arts, avec des beautés de civilisation et avec des barbaries de guerre et d'esclavage. Donc, l'humanité a pu se métamorphoser. Est-ce pour le meilleur, est-ce pour le pire? Nous ne le savons pas encore. Mais donc, aujourd'hui, la capacité de métamorphose à partir de tous ces États-nations est une chose qui est possible. Mais, bien entendu, la métamorphose ne peut venir qu'au terme d'un processus qui lui-même est encore inconnu, n'a pas encore pris forme. Mais avant d'en venir à essayer de comprendre ce que pourrait être ce processus, il faut dégager quelques impératifs qui ont valeur dès aujourd'hui. Você acompanhou a primeira parte da conferência, O Caminho para o Futuro da Humanidade, com Edgar Morin. Na semana que vem, confira a segunda parte do programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Fronteiras do Pensamento.